Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Le saviez-vous que j'avais très hâte de vous faire sur un conte qui me tient particulièrement à cœur parce que il a bercé une très grande partie de mon enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de Peau d'âne. C'est un conte, donc, comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup. Et on va y aller sans plus tarder, mais avant de commencer, je pense que je vais revêtir une tenue un peu plus appropriée. C'est parti! Et voilà! Je pense que je me sens tout à fait dans la peau du personnage et que, ainsi vêtue de ma peau d'âne, je vais pouvoir vous raconter l'histoire de Peau d'âne. On est parti! Peau d'âne est un conte très particulier. Donc il a été rapporté par nos grands amis que vous commencez à connaître très bien maintenant, Charles Perrault, en 1694. Et par les frères Grimm quelques années plus tard, entre guillemets, en 1812. Peau d'âne est un conte particulier car, selon la dernière classification des contes et légendes françaises, et un peu mondiaux aussi, Peau d'âne est le tout premier conte français jamais écrit. Ce qui en fait un peu genre le number one, en tout cas celui qui a lancé la mode des contes écrits. Voilà, c'était lui le premier. Et ça rajoute encore un peu au fait que j'aime particulièrement ce conte, même s'il aborde des termes assez difficiles. Alors, un autre fait assez étonnant à propos de Peau d'âne, c'est que ce conte n'a jamais été adapté par Disney, contrairement à beaucoup d'autres et à tous ceux dont nous avons parlé avant. Et je pense que cela est dû essentiellement aux thèmes dont il traite et qu'il aborde, parce que ce sont des thèmes, encore une fois, très sexualisés, mais qui touchent vraiment à des choses assez glauques. Bien qu'il n'ait pas été adapté par Disney, ce conte a été adapté en film en 1970 par Jacques Demy avec la magnifique Catherine Deneuve dans le rôle phare de Peau d'âne, que vous avez sûrement tous déjà vu ou entendu parce que les chansons, notamment la chanson du Cake d'amour ou de La Fête des Lilas, qui est une de mes préférées au monde, sont très connues. Et comme La Fête des Lilas le dit si bien, la situation mérite attention. Du coup, penchons-nous directement sur Peau d'âne. Je vais commencer par vous parler du film, parce que c'est la version en fait qui est la plus connue, et qui est assez fidèle dans l'ensemble au conte original. Alors, Peau d'âne. Peau d'âne est une jeune princesse qui n'a pas de nom. Et c'est un fait qui est conservé dans le film. La princesse n'a pas de nom. Elle est appelée ma fille par le roi, ou la princesse, et ensuite Peau d'âne. Donc elle est la fille d'un roi qui est présenté comme quelqu'un de très riche, de très magnanime, de très puissant, et dont la femme est absolument merveilleuse. Finalement, ils n'ont eu qu'une seule fille, et pas d'héritier mâle, mais elle est tellement pleine de grâce et de beauté, que ça ne les dérange pas plus que ça. Sauf que, évidemment, trop de bonheur attire le malheur, et la femme du roi tombe gravement malade, et elle va finir par mourir, elle le sait, il le sait, tout le monde le sait, et elle lui demande de lui accorder une dernière promesse sur son lit de mort, qui est de ne la remplacer que par une épouse qui serait plus belle et mieux faite qu'elle. Alors le roi, qui est follement amoureux de sa femme, promet tout ce qu'elle veut, et quand elle meurt, ce qui est un peu d'ailleurs une séquence très Blanche-Neige-like avec un cercueil en verre déposé au milieu d'un champ de neige, le roi est complètement atterré. Et au bout de quelques temps, donc au printemps, ses conseillers finissent par lui dire que un roi sans épouse, et qui plus est sans héritier, c'est pas non plus la panacée, qu'il faudrait peut-être qu'il se remarie. Du coup, pour essayer de le convaincre, ils sont allés chercher les portraits de toutes les jeunes filles à marier de la région et des pays alentours afin de lui trouver une prétendante qui lui plaise. Sauf que le roi se tient à sa promesse, il n'en épousera qu'une femme plus belle et mieux faite que sa précédente femme, et bien sûr, aucune ne correspond à cette description. Jusqu'à ce qu'un de ses conseillers lui dise « Écoutez, Seigneur, il en existe bien une, mais il s'agit de votre fille. » Et en effet, la fille du roi est plus belle et mieux faite que sa mère. C'est une version mieux, en fait, tout simplement, c'est le principe. Et le roi se refuse tout d'abord à considérer cette hypothèse, parce que si effectivement elle est magnifique, ça reste sa fille et ce serait un peu bizarre. Il va donc demander conseil à un espèce de mage sorcier chelou, qui lui dit que ben oui, bien sûr, épouser sa fille, pas de soucis, moi ça me dérange pas, c'est écrit dans les astres, allez-y, c'est la fête. What the fuck.
Bref, le roi finit par accepter et il va voir sa fille, il lui dit de ma cocotte, il faut que je te parle, demain on se marie. Et là, la princesse, elle se dit que peut-être c'est pas vraiment une très bonne idée. Et je sais pas, elle sent qu'il y a un truc... Du coup, un peu attristée par la nouvelle et sachant pas trop quoi faire, parce qu'après tout c'est le roi, elle veut lui obéir, mais en même temps, elle sent bien que c'est pas clair tout ça. Elle se rend dans la forêt où réside sa marraine, la bonne fée, la fée des lilas, que j'affectionne particulièrement, qui lui explique que, et non, l'inceste, et épouser son père, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas bien, et qu'il ne faut pas faire ça, c'est interdit, voilà, il ne faut pas. Mais le roi a l'air décidé, lui explique la jeune fille, et du coup, la fée lui propose un stratagème qui consiste à demander des choses complètement impossibles au roi, comme condition à ses épousailles. Donc elle lui fait d'abord commander une robe couleur du temps, qui est absolument magnifique. C'est la plus belle de toutes, elle est merveilleuse cette robe, je voudrais pouvoir la porter tous les jours. Et le roi réussit à accéder à sa demande et il lui crée cette robe qui est absolument sublime. Donc la fée lui dit hors de question de se laisser démonter, demandant-lui quelque chose d'encore plus scandaleux. Nous allons lui demander une robe couleur de lune. La demande est faite et le roi y accède une nouvelle fois avec cette seconde robe qui est tout aussi belle, un peu moins mais tout aussi belle. Et alors là, la fée lui dit écoute, soyons encore plus odieuses, demandons un truc encore plus impossible, demande-lui une robe couleur de soleil. La demande est faite et quelques jours après, le roi lui présente la robe phare de Podane, le film, la robe couleur de soleil, qui, soit dit en passant, je trouve est quand même bien moins stylée et beaucoup trop clinquante par rapport à la robe couleur du temps qui est une merveille, mais bon, bref. Et du coup, la petite princesse se retrouve un peu au pied du mur, parce que le roi a accédé à toutes ses requêtes. Elle commence à se poser des questions, elle se dit, bah écoute, la force de son amour lui permet d'accomplir des choses tellement extraordinaires que peut-être que je dois l'épouser, et que c'est ainsi que ça doit se passer. Mais sa marraine la bonne fée lui dit non, Podane, hors de question, l'inceste c'est mal, tu ne dois pas lâcher. Du coup, elle lui dit, eh ben, quitte à être odieuse, soyons odieuses jusqu'au bout et demandons quelque chose qu'il ne pourra pas accepter, quelque chose qu'il va absolument refuser. Tu vas lui demander la source de toute sa richesse, car il existe un âne donc dans les écuries du roi qui chie, il n'y a pas d'autre mot, des pièces d'or et des rubis, et donc en fait tous les jours quoi. Donc c'est comme ça qu'il est riche. Et elle lui dit tu vas demander la peau de cet âne. Il sera obligé de refuser parce que c'est vraiment le truc qui fait qu'il est aussi riche et aussi puissant. Manque de peau, le roi ramène la peau d'âne à Podane, qui se retrouve complètement au pied du mur et qui se dit bah écoute demain ma pauvre fille je passe à la casserole. Sauf que là la marraine la bonne fée se dit bon écoute là je suis à court d'idées mais il est hors de question que tu épouses ton père, ce n'est pas possible, je ne peux pas l'accepter, c'est hors de question, c'est contraire à la morale. Donc tu vas t'enfuir. Donc elle la grime et elle lui met la peau d'âne sur la tête. Et en fait, cette peau protège la jeune fille qui ne peut pas être reconnue tant qu'elle la porte. Et elle l'envoie dans la forêt, et Podane se retrouve dans la forêt, et elle erre plus ou moins jusqu'à ce qu'elle trouve un village où on finit par l'accepter comme souillon, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper des cochons et de laver les torchons, et où personne ne la reconnaît et où personne ne se rend compte qu'elle est jolie, tout simplement. Podane fait sa vie, ça dure un certain temps. Et un jour, en fait, on se rend compte qu'elle a changé de royaume dans son errance, et que le prince du royaume où elle se trouve vient souvent, en fait, dans la grande ferme où Podane travaille quand il revient de la chasse. Et un jour, que Podane est chez elle, le prince tombe sur sa cabane dans la forêt. Et Podane a pour habitude de profiter des jours où elle ne travaille pas pour, en fait, revêtir son apparence initiale et donc se débarrasser de sa peau d'âne et remettre ses jolies robes et faire la princesse, quoi. Le prince, qui arrive à voir à travers le maléfice, voit Podane, tombe fou amoureux d'elle, mais tout le monde lui dit « Mais enfin, Podane, c'est une souillon, monseigneur, vous avez beaucoup mieux à faire que de traîner avec une gueuse, c'est dégoûtant. » Sauf que lui, éperdu d'amour, sombre en dépression. Sa mère et son père, qui sont donc le roi et la reine du royaume, se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas, et lui disent « Mais mon chéri, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois mieux et que tu arrêtes de bouiller dans ton coin, hein, c'est triste, c'est chiant. » Et il leur dit qu'il voudrait un gâteau fait de la main de Podane. Et même si ça paraît absolument répugnant à sa mère, elle dit qu'elle est prête à tout pour que son fils aille mieux, et elle envoie Podane faire un gâteau. Et celle-ci, qui n'est pas bête et qui a très bien vu que le prince l'avait vue dans sa robe de princesse, glisse un de ses anneaux en or dans le gâteau, pour que le prince le trouve. Ce qu'il fait bien sûr. Et pendant ce temps-là, donc les médecins du prince décrètent en fait que si le prince est mal, c'est parce qu'il est célibataire et qu'il lui faut donc une femme. Et lui, il en profite pour dire « Ah, d'accord, très bien, mais je me marierai qu'avec la femme qui pourra porter cet anneau. »
Et donc s'ensuit un grand appel à toutes les personnes de sexe féminin du royaume pour venir essayer la fameuse bague et éventuellement épouser le prince. Et là je sais dans vos têtes que ça vous rappelle quelque chose. Donc on fait venir les comtesses, les baronnes, toute la noblesse, mais la bague ne va à personne. On fait ensuite venir les bourgeoises, la bague ne va à personne, puis on se rabat sur des femmes de caste de plus en plus basse, quoi, jusqu'à arriver à Podane. Et là, tout le monde rigole, tout le monde dit qu'on va pas faire essayer la bague à Podane, enfin c'est ridicule. Et après tout, pourquoi pas? Et du coup, Podane essaye la bague, et évidemment, celle-ci lui va parfaitement bien. La Podane tombe, et elle se retrouve dans sa robe couleur de soleil, et se révèle donc telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une princesse. Les épousailles ont lieu, ils sont absolument magnifiquement heureux, et arrive le roi, père de Podane, qui a été mis au courant du mariage du prince et qui découvre avec stupeur et joie sa fille ici présente, qui entre-temps a réfléchi et a décidé d'épouser la fée des lilas au lieu de sa fille. Fin de l'histoire. Happy Hand! Wouh! Ça c'est l'histoire que vous connaissez, et en soi elle n'est pas très différente de l'histoire originale. Le film respecte le fait que Podane, dans le conte original, n'a pas de nom pour qu'on puisse s'identifier vraiment à elle. Et ça, c'est un très bon point, je trouve, parce que Disney a souvent tendance à nommer ses personnages et on en oublie du coup, enfin, je trouve que ça enlève une partie d'identification qui est assez nécessaire. Un point important du conte, qui est très différent des autres, c'est que le conte de Podane est écrit en vers, genre du début à la fin, il y a des rimes partout, c'est assez sympa. Les thèmes qui sont abordés par Podane sont assez flagrants, j'ai envie de dire. Donc le premier thème, bien évidemment, c'est le thème de l'inceste. Parce que donc le père de Podane, dans le film, se laisse persuader qu'épouser sa fille, ce n'est pas quelque chose de grave. Alors que la fée des lilas explique à Podane que oui, c'est grave, tu ne peux pas épouser ton père. Hein, voilà. Dans le conte, il y a une différence à cet endroit-là, c'est que c'est le roi lui-même qui décide qu'il a bien envie de se remarier et que sa fille, elle est quand même plutôt bonne et qu'il a envie de se faire sa fille, en fait. C'est lui qui décide tout seul d'épouser sa fille. Et Podane, dans le conte, contrairement au film, ne finit pas du tout par trouver que bon, bah peut-être que c'est pas une si mauvaise idée. C'est elle qui va voir sa marraine la fée pour lui dire non, mais là il y a un gros problème, je pense que mon père est devenu fou, je ne veux pas l'épouser. Et celle-ci lui confirme que non, il ne faut pas qu'elle l'épouse. Et en fait, la marraine la fée joue un peu le rôle de la mère absente en apprenant à Podane les choses qui sont essentielles, et notamment le fait que l'inceste, c'est mal. Autre nuance aussi, c'est que au début de Podane, le film, la reine fait jurer au mari de trouver une personne plus belle et mieux faite qu'elle. Mais il est précisé très clairement dans le texte du conte qu'elle lui fait faire cette promesse dans l'espoir qu'il ne se remariera jamais. Sauf que lui, au bout d'un moment, il en a marre d'être tout seul et il a envie de se remarier. Comme quoi, les hommes, à l'époque, étaient réalistes sur leur relation vis-à-vis des femmes. Alors, après, il y a plusieurs éléments du conte de Podane que l'on retrouve dans d'autres contes. Je pense que, au fur et à mesure du l'histoire, vous vous en êtes rendu compte. Donc, il y a notamment la fuite de la Podane dans la forêt, qui est exactement similaire à la fuite de Blanche-Neige dans la forêt lorsque celle-ci fuit sa belle-mère. Tout le passage où Podane vit dans la forêt correspond à une période de maturation où elle prend en compte en fait les conseils de sa marraine la fée, et où elle va grandir et passer de l'adolescence, enfin de la femme naissante à la vraie femme. C'est tout, et jusqu'à ce qu'en fait elle puisse se révéler en enlevant sa peau d'âne. La peau d'âne, elle traduit en fait la souillure que ressent la jeune fille lorsque son père lui propose en fait de l'épouser et de coucher avec elle tout simplement. Voilà, c'est le symbole de cette mauvaise action, en fait, de cette mauvaise pensée qu'a eu le père pour son enfant, et qu'elle porte sur elle comme une blessure visible, en fait. Et enfin, il y a la bague, qui est un élément dont vous avez sûrement vu le parallélisme avec la chaussure de verre de Cendrillon, que l'on fait essayer à toutes les jeunes filles du royaume jusqu'à ce qu'elles aillent parfaitement à la bonne personne, exactement comme pour Cendrillon. C'est un symbole très sexuel, c'est un symbole aussi de beauté et de pureté, qui permet à Podane de se révéler, exactement comme Cendrillon se révélait en mettant la chaussure de verre, et de redevenir la princesse qu'elle était avant, et de retrouver en fait son statut social. Podane est donc pour moi un conte qu'il faut rapprocher du Petit Chaperon Rouge, dans le sens où la morale est très clairement identifiable dès le début de l'histoire.
Dans le petit chapeau rouge, on nous apprenait qu'il ne fallait pas suivre des inconnus car cela pouvait être dangereux. Dans Peau d'âne, on nous apprend que l'inceste, c'est mal. Et je crois qu'on peut dire merci à Charles Perrault pour nous avoir rappelé cette valeur très importante de la vie. Voilà, nous avons fini avec Peau d'âne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais retrouver une apparence normale à 3. 1, 2, 3. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de Peau d'âne, que l'inceste c'est mal par exemple. J'espère que vous le saviez déjà, ça me rassurait, dites-le moi. N'hésitez pas à me dire que vous saviez déjà que l'inceste c'était mal, hein. Rassurez-moi. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus pour que je continue à vous faire des vidéos sur les contes de notre enfance. Moi ça me fait vraiment plaisir, il y a plein de contes encore dont je ne vous ai pas parlé et que j'ai vraiment envie de traiter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de faire de belles lectures. Surtout, restez prudents, faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!